Bonjour à tous, je suis vraiment heureuse de vous retrouver et en vidéo. Je tenais à vous féliciter pour tous ceux qui ont joué le jeu et qui ont fait le cas pratique et qui me l'ont envoyé. J'ai beaucoup réfléchi à ce sujet sur comment faire par rapport aux corrections. Et donc dans ce podcast où nous allons corriger le cas pratique ensemble, car oui, je vais le corriger avec vous pour cette fois en tout cas, et je vous expliquerai comment nous ferons pour les prochaines fois. Donc je vous mettrai en lien un PDF, un document où vous pourrez remplir votre prénom, votre nom et votre université ou l'IEJ auquel vous êtes inscrit. Si par hasard il y a des autodidactes parmi vous qui veulent seulement apprendre le droit, vous me connaissez, vous pouvez quand même remplir ce document. Tout passionné, toute personne voulant apprendre sur ma chaîne sera vraiment la bienvenue. Seulement précisez-moi votre nom, prénom et votre projet professionnel. Car je ne pourrai pas corriger tout le monde, c'est pourquoi je fais ce fichier PDF, mais vous passerez en priorité. Donc je ferai une liste des personnes qui m'envoient leurs corrections, soit on fera un roulement. On verra, ce sera en fonction du nombre de personnes et je l'explique dans le podcast que vous allez écouter juste après. Ravie de vous retrouver en pleine forme. Nous corrigeons ce cas pratique et puis je vous encourage du coup à faire attention aux petits bobos de l'hiver parce que y a pas mal de grippe et je vous avoue pour être passé par là qu'après on est vraiment à plat. Donc faites attention au virus et c'est parti pour ce podcast. Allez, on y va. Prépaderne, correction des cas pratiques sur les AAU. Ça tourne. Bonjour à tous et bienvenue sur la Prépaderne de Juristes de demain. Nous allons faire une brève correction du cas pratique sur les AAU. S'agissant du premier thème, donc j'ai réfléchi. Ce que je vais faire, donc là je vais vous faire une brève correction. Pour les prochains thèmes, que ce soit en droit administratif, en droit des obligations, en note de synthèse, je ne ferai pas de correction des cas pratiques via une vidéo ou un podcast comme là c'est le cas. Par contre, je vais prendre et corriger les copies de certaines personnes. Pour cela, il me faudra une copie complète, pas seulement un plan, car j'ai reçu quelques copies avec seulement un plan. Donc il me faudra un cas pratique rédigé entièrement en conditions d'examen. Je ne suis pas là pour vérifier, mais je vous conseille d'agir ainsi. Il me faudra votre nom, votre prénom, votre mail du coup, mais comme vous m'enverrez tout cela par mail, je l'aurai, et votre université ou votre IEJ, le cas échéant. Si j'ai toutes ces informations-là, donc je tiendrai une liste et vous serez du coup les personnes prioritaires. Donc quand il y aura des cas pratiques à corriger ou des questions à poser sur Prépaderne, certes elle est gratuite, mais je vous ferai passer en priorité. L'avantage c'est que je pourrai aussi vous envoyer les sujets en PDF, donc ce sera plus simple pour vous pour bien traiter le sujet en conditions d'examen. Donc reprenons notre cas. Donc MX, étudiant à l'Université de Bordeaux, crée une association dont le but est de favoriser l'intégration des étudiants au sein de l'université. Dans le cadre de ces activités, il a sollicité auprès de la présidence de l'université un local pour organiser des événements, notamment culturels. Sa requête a fait l'objet d'un refus. En outre, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, petit rappel, Madame Sylvie Retailleau, en l'application du texte de loi relative aux conditions d'accès à l'université, a pris une circulaire impérative imposant des conditions particulières pour les étudiants étrangers. L'étudiant MX souhaite contester cette circulaire au nom de l'association en raison d'une distinction établie que la loi n'autorise pas. Il vient vous voir, vous êtes le meilleur avocat de France. Que faites-vous ? Alors déjà ici, il faut voir qu'il y a deux cas dans le cas pratique. Le premier cas qui est donc la décision de l'université et le second cas qui est la circulaire ministérielle. Ce que je fais, c'est que sur le cas, je surligne pour montrer qu'il y a bien deux cas différents. Ensuite, quel est l'acte juridique qui est l'objet du litige?
Est-ce un AAU ou est-ce un contrat administratif? Dans le premier cas, on voit que l'université oppose un refus à l'étudiant MX, donc on voit que c'est une mesure individuelle défavorable. Et dans le second cas, il s'agit d'une circulaire. N'oubliez pas à l'écrit de vraiment faire un plan apparent, simple, concis, pour ceux qui vont intégrer la prépa d'ERN et qui m'enverront le cas pratique corrigé. Je vous donnerai des corrections complètes, c'est-à-dire avec un plan apparent, concis, précis, et vous verrez que à chaque fois, il faut faire un petit syllogisme. Là, à l'oral, je ne peux pas me permettre de faire ça. À l'écrit, vous le verrez davantage. C'est pourquoi je vais mettre en place ce système où je pourrai envoyer à cette fameuse liste les PDF pour davantage de précision. Mais là, brièvement, vous devez d'abord donc toujours revenir aux fondamentaux comme je vous l'ai appris pour en tout cas les révisions. Donc d'abord, ici, est-on face à un acte juridique ou à un fait juridique? Premier cas, donc on a vu que c'est une décision de l'université individuelle défavorable à MX. Donc c'est un acte juridique. Pourquoi? Parce que l'acte juridique est une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit, par opposition au fait juridique qui est quoi? Qui est un événement quelconque auquel la loi attache des effets juridiques. Ensuite, deuxième question à se poser, est-ce un AAU ou un contrat? Alors là, c'est pareil, à chaque fois, vous faites des syllogismes bien écrits et il faut vraiment qu'on voit à chaque fois majeur, mineur, conclusion. Donc, je vous conseille de faire, moi, c'est ce que je fais, un alinéa. Premier alinéa, majeur. Deuxième alinéa, mineur. Troisième alinéa, conclusion. Il faut que ça soit fluide. Pour ceux qui aiment la littérature comme moi, évitez vraiment, parce que c'est un de nos péchés, de mettre des termes compliqués, des mots journalistiques. Vraiment, allez au plus simple, au plus direct. Donc ensuite, un syllogisme sur les AAU ou contrats. Donc ce dit acte unilatéral, l'acte pris sans l'assentiment de son destinataire. On l'a déjà vu ensemble. Ici, on est en présence d'un acte unilatéral car la décision est prise de façon unilatérale par l'université sans négociation quelconque avec l'étudiant MX. Donc, elle n'est pas le fruit d'un accord. Donc, elle s'impose au destinataire. Donc, il s'agit bien d'un acte unilatéral. On vérifie ensuite l'auteur de l'acte. L'acte doit participer à la fonction administrative par une personne publique dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique. En l'espèce, la décision a été prise par le président de l'université, donc au sein d'un établissement public qu'il représente. Je vous rappelle que l'université est un EPSCP, c'est-à-dire un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Donc c'est bien une personne publique. Ensuite, on vérifie si l'acte entre dans les actes exclus par le juge administratif, donc acte de gouvernement, acte de gestion privée, acte juridictionnel, acte législatif, acte préparatoire. On voit bien qu'il n'y a pas d'acte de gouvernement. Je vous renvoie aux arrêts qu'on a vus. Conseil d'État Alain, 20 février 1989, Conseil d'État Rubin de Servins, 2 mars 1962. Ce n'est pas non plus un acte législatif, ni un acte juridictionnel. Je vous rappelle, les actes juridictionnels sont les actes rendus par les juridictions, donc c'est-à-dire tribunaux, cours d'appel, cours administratifs d'appel, conseil d'État, cour de cassation. Ce n'est pas le cas, donc ce n'est pas un acte juridictionnel. Ce n'est pas non plus un acte préparatoire. Il s'agit d'une mesure individuelle défavorable prise par le président de l'université à l'égard d'un étudiant. Donc, il ne s'agit pas d'un acte préparatoire. Donc, on voit bien qu'ici, l'acte n'entre pas dans les actes exclus par le juge administratif. Donc, il s'agit bien d'un acte administratif unilatéral qui, est pris par une personne publique dans l'exercice de ses PPP. Ensuite, on vérifie si la AAU en question est décisoire ou non décisoire. Là, c'est pareil, le fondement pour la majeure, c'est l'article L200-1 du CRPA, Code des relations entre le public et l'administration, qui distingue les AAU décisoires des AAU non décisoires. En l'espèce, moi je vous conseille de toujours commencer la mineure par en l'espèce, ça permet de bien distinguer donc chaque paragraphe. Donc alinéa en l'espèce. En l'espèce,
il s'agit d'une décision de refus prise par, donc là vous précisez, par la présidence de l'université à l'égard de, là vous précisez le destinataire, l'étudiant MX. Est-ce que cette décision fait grief? Oui, car il s'agit d'un refus, donc il s'agit d'un AAU décisoire. Donc là, je vais au plus rapide, mais vraiment, il faut que votre rédaction soit claire, nette, précise et surtout courte. Allez droit au but. Ne faites pas de style journalistique, de figure de style. Pour ceux qui, comme je l'ai dit, aiment lire, évitez les écueils des lecteurs, c'est-à-dire d'écrire avec des jolis mots. Vraiment, ici, ce qu'on vous demande, c'est d'être pratico-pratique. Vous répondez, vous allez à l'essentiel. Et on doit vraiment voir, quand on regarde votre copie, le plan avec des titres clairs, courts, concis, avec, pour chaque syllogisme, il faut qu'on puisse voir, même en regardant la copie d'en haut, la majeure, la mineure et la conclusion. Bim, second syllogisme, majeur, mineur, conclusion. Il faut vraiment que ça soit clair, net et précis. À l'oral, je ne peux pas le faire. C'est pourquoi vous allez pouvoir remplir ce formulaire et ceux qui l'auront rempli pourront recevoir le PDF avec une correction justement précise. Vous pourrez voir comment on doit écrire lors d'un examen lorsque on a affaire à un cas pratique. Donc ici, l'AAU fait grief, donc c'est un AAU décisoire. L'acte est comme on l'a dit, un acte individuel défavorable explicite. Ensuite, la prochaine étape. Donc là, je vais volontairement vite sur cette étape parce qu'on n'a pas encore vu la procédure administrative sur Prépaderne, mais dès que nous l'aurons vu, et comme je vous l'ai dit, à la fin du semestre, on fera des cas pratiques qui seront plus englobants où on ira jusqu'au bout. Là, on va step by step, on va pas par pas. Mais brièvement, ensuite, vous devriez expliquer les recours à votre client, donc ici à MX. Très brièvement, il y aura le fameux arrêt d'Anne Lamotte du Conseil d'État où vous expliquerez à votre client que tout acte administratif est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, le REP que nous verrons ensemble. Et ce, même en l'absence d'un texte. Donc, en l'espèce, ici, la mesure individuelle défavorable du président de l'université est contestable. Ensuite, on précisera que le Conseil constitutionnel, par sa décision Conseil de la concurrence en 1987, nous dit que le juge administratif est compétent pour connaître de l'annulation ou de la réformation des décisions prises par les autorités administratives dans l'exercice de leurs fonctions et qui témoignent de l'exercice de PPP. En l'espèce, la mesure litigieuse, donc la décision du président de l'université, a été prise par une personne publique dans l'exercice de ses prérogatives de PPP. Donc, ici, compétence du juge administratif. On ira plus loin lorsqu'on aura vu les premiers thèmes de procédure administrative. Donc voilà pour le premier cas. Pour le second cas, sur la circulaire administrative. Donc, il faut vraiment avoir le même raisonnement. Donc, on l'a vu, et puis on l'a vu en cours, on l'a vu également sur le cours bonus que je vous ai fait sur les circulaires. Les circulaires sont des actes administratifs unilatéraux. Donc vous faites le même raisonnement avec à chaque fois un petit syllogisme et vraiment un plan apparent. Ensuite, est-ce que cette circulaire est contestable? Est-ce que le recours de MX sera recevable? Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est que le Conseil d'État 1936, arrêt Jamard, on l'a déjà vu ensemble, dit qu'une circulaire est une instruction, une note de service, une recommandation est dictée généralement par les chefs de service à destination de leurs agents afin d'imposer une interprétation uniforme des lois et des règlements qu'ils sont chargés d'appliquer. Donc vous le citez pour définir ce qu'est une circulaire administrative. Ensuite, citez l'arrêt Notre-Dame de Cresquer qu'on a vu également dans le cours bonus sur les circulaires, donc du Conseil d'État de 1954. Là, vous expliquez que seules les circulaires réglementaires peuvent faire l'objet d'un REP, alors que les circulaires interprétatives ne peuvent faire l'objet d'un tel recours. Vous expliquez, comme on l'a vu, que cette distinction a été abandonnée par l'arrêt Conseil d'État 2002, Madame Duvinière, et que le juge distingue désormais les circulaires impératives des circulaires non impératives.
En effet, il va préciser le juge dans cet arrêt que seules les circulaires impératives peuvent faire l'objet d'un REP. REP égale recours pour excès de pouvoir. Pourquoi ? Parce qu'elles modifient l'ordonnancement juridique et font suffisamment grief à l'administré. Et ensuite, vous citez bien sûr le fameux arrêt Gisti de 2020 que nous avons vu ensemble. Si la circulaire a des effets notables sur le requérant, alors elle est contestable. Donc ici, vous pouvez conclure que la circulaire prise par le ministre est en effet contestable. Donc toujours pareil, la mineure, vous commencez donc toujours un alinéa et en l'espèce, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur a pris une circulaire qui vient poser une distinction qui ne figurait pas auparavant dans le texte de loi. En effet, elle pose à l'encontre de ses destinataires une condition particulière pour l'accès à l'université. Donc c'est la conclusion. Elle modifie l'ordonnancement juridique à leur égard. Donc, nous sommes en présence d'une circulaire impérative susceptible de faire l'objet d'un REP et vous n'oubliez pas de citer l'arrêt Gisti. Ensuite, quid de la recevabilité du recours ? Là, vous précisez brièvement aussi, parce qu'on n'a pas encore vu le contentieux administratif, mais que le juge administratif a précisé l'annulation d'une circulaire dans 2 cas, soit parce qu'elle n'interprète pas correctement la norme qu'elle est censée expliciter. Et là, vous citez l'arrêt Conseil d'État 2006, Association United Skill, soit, et c'est le second cas, car elle méconnaît une norme juridique supérieure en interprétant la norme initiale CE 2011, Association SOS Racisme. En l'espèce, la circulaire a établi une distinction qui ne demeure pas eu égard aux dispositions relatives aux conditions d'accès à l'université. Donc, l'étudiant MX est fondé à demander l'annulation de la circulaire. Ensuite, quid de la recevabilité ? Là, c'est pareil, lorsqu'on aura fait de la procédure administrative, on ira beaucoup plus loin. Mais vous savez, il y a 2 conditions à remplir, la capacité à agir et l'intérêt à agir, sachant que dans l'intérêt à agir, il faut distinguer l'intérêt à agir d'une personne morale, d'un groupement, et l'intérêt à agir d'une personne physique. Nous verrons ça en contentieux administratif. Nous aurons des cas pratiques où nous irons plus loin. Je préfère la méthode du petit pas par petit pas comme je vous l'ai expliqué. Une fois que vous aurez bien compris ce cours sur les AAU, je vous conseille de revoir mes podcasts sur le cours, de revoir mon podcast sur les cas pratiques avec cette correction. Une fois que tout ça est compris, nous passerons au thème 2 sur les contrats administratifs et en parallèle, nous allons avancer sur la procédure administrative. Et à la fin du semestre, comme je vous l'ai dit, nous ferons des cas pratiques qui engloberont le tout, donc la procédure administrative également. On ira plus loin dans les cas pratiques. Pour moi, c'est comme en sport de haut niveau. On commence par des gestes de base pour ensuite faire des gestes plus compliqués. C'est ce qu'on fait par exemple en danse classique, également en natation. C'est pareil ici. Donc, on révise bien les fondamentaux avec des cas pratiques où on ne va pas aussi loin, on ne parle pas du contentieux, mais on est carré et rigoureux sur l'acte administratif unilatéral. Et ensuite, petit à petit, on va élargir, et à la fin de ce semestre, soit en décembre, janvier, nous aurons des cas complets avec le contentieux administratif. Voilà pour cette brève correction. Pour ceux qui veulent avoir du coup les sujets des cas pratiques, que ce soit en droit des obligations, car je vais aussi faire des thèmes en droit des obligations, que ce soit en procédure administrative, que ce soit en droit administratif, que ce soit en note de synthèse, tout ce que nous allons voir sur la prépa d'ERN. Ceux qui veulent les sujets des cas pratiques en PDF et qui veulent les corrections en PDF, je vous mets en barre d'infos un formulaire à remplir. Vous vous doutez bien que je ne vais pas corriger n'importe qui. Seulement ceux qui sont inscrits soit dans une université, soit à un IEJ pour ceux qui passent le CRFPA. Selon le nombre de personnes, soit je corrigerai tout le monde, soit je ferai un roulement de correction. Vous passerez dans tous les cas en priorité par rapport à ceux qui ne se seront pas inscrits. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et à bientôt pour la suite de la prépa d'ERN. Bon travail.